La conférence d'aujourd'hui a pour thème les nouveaux métiers du digital. Cette conférence a lieu le 29 octobre 2020. Elle est organisée par l'étudiant et l'EBS. L'EBS, c'est la Business School de la nouvelle économie. Et donc, à ce titre-là, nous sommes très bien placés pour vous parler des nouveaux métiers du digital. Cette conférence, nous l'avons intitulée Digital Jobs, parce que vous le savez, dans ce métier, il y a beaucoup de terminologie anglaise, et donc je vais utiliser quelques-uns de ces termes, pas trop je l'espère, pour vous acclimater tout doucement à ces nouveaux métiers du digital. Donc, nouvelle économie, nouveaux métiers du digital. Je vais vous présenter ça en une demi-heure. N'hésitez pas, vous aurez tous les liens en dessous de cette vidéo pour entrer en contact avec moi directement, entrer en contact avec l'étudiant ou entrer en contact avec l'EBS qui répondra à toutes les questions auxquelles je n'aurais pas forcément eu le temps de répondre maintenant ou les thèmes que je n'aurais pas eu le temps d'aborder. Je me présente très rapidement parce que ce qui est important, c'est votre compréhension de ces métiers du digital. Je suis Hubert Kratirov, je suis enseignant en économie numérique au sein de l'EBS. Avant de commencer à rentrer dans le détail des jobs du digital, j'aimerais vous faire une rapide distinction entre ce qui est numérique, ce qui est digital et ce qui est cyber. Tout le cyber, vous le savez peut-être, c'est la cybersécurité, tout ce qui est protection contre les hackers, protection contre les virus, l'espionnage, tout cet aspect très technique qui consiste à assurer la cybersécurité de nos entreprises. Si on prend en haut tout ce qui est numérique, c'est tout ce qui est plutôt du côté ingénieur, tout ce qui est invention, recherche, brevet, science, tout le codage et toutes ces matières extrêmement techniques qu'il est important de comprendre, mais ce sur quoi nous allons nous concentrer maintenant, c'est toute la partie du milieu, c'est-à-dire le digital. Le digital, c'est quoi? C'est ce que nous faisons en termes d'innovation à partir des inventions technologiques, ce que nous faisons en termes d'utilisation de ces nouvelles technologies. Quels sont les usages que nous avons et comment les hommes et les femmes de marketing vont pouvoir utiliser les technologies pour en faire quelque chose que l'on va pouvoir, d'où le terme de digital, toucher avec nos doigts et sur lequel nous allons pouvoir bêtement cliquer, bêtement avoir une interaction homme-machine. C'est une fonction tout à fait essentielle qui consiste à mettre à disposition d'un public, de clients, de salariés, les inventions technologiques. Donc, commençons par une description des jobs et de ce que c'est qu'un bon métier. J'aimerais vous donner en quelques mots des informations sur notre vision d'un bon métier. Un bon métier, c'est un métier qui va créer de la valeur, bien sûr pour le salarié lui-même, mais pour l'entreprise, c'est mieux que l'entreprise gagne de l'argent pour nous payer. Pour le client de l'entreprise, c'est mieux que le client de l'entreprise soit satisfait, voit une valeur dans ce que l'entreprise lui donne, de manière à ce qu'il reste fidèle, de manière à ce qu'il nous paye effectivement, et qui apporte de la valeur aussi à l'écosystème. On ne peut pas aujourd'hui imaginer une entreprise qui, créant de la valeur pour elle-même, détruirait la planète. Il faut cet équilibre entre la valeur pour l'entreprise, la valeur pour le client et la valeur pour l'écosystème. Et j'aimerais vous faire une petite précision par rapport à ces métiers qui consiste à vous dire qu'on vit tous de la vente de quelque chose à quelqu'un. Même quand on est comptable, même quand on est juriste, même quand on est médecin, même quand on est chirurgien, voire même président de la République, on vit de la vente de quelque chose à quelqu'un. Ce quelqu'un peut très bien être un collègue en interne, peut très bien être un citoyen, peut très bien être un client habituel ou tout simplement un utilisateur de nos produits, de nos technologies ou de notre aspect digital. Donc, quel que soit votre job, quel que soit votre métier, même dans les plus technologiques, même dans les plus médicaux, même dans les plus juridiques, vous aurez toujours une partie de vente de vos compétences auprès d'un public qui va être, ma foi, très variable.
Autre petite précision, et ça vous le savez, j'ai déjà évoqué la planète, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de plan B, il faut faire avec, depuis 2014, Ben Ki-moon nous a lancé cette grande idée, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de plan B, il faut sauver notre planète A, et donc aucun job ni aucune entreprise ne doit détruire ce qui nous reste aujourd'hui. Et dans la technologie, on est très sensible à ce message avec un mouvement qui s'appelle Tech for Good, c'est-à-dire que la technologie doit faire le bien de l'humanité. On veut faire du monde un meilleur endroit, make the world a better place. C'est un slogan qu'on entend très souvent dans ce monde digital. Puis, dernière partie, il ne s'agit pas simplement que l'entreprise gagne de l'argent et que la planète aille bien. Il faut que nous-mêmes, dans notre job, nous soyons heureux. Et pour être heureux dans notre travail, les Japonais ont mis au point un système qui s'appelle Ikigai et que j'aime beaucoup. Vous l'avez là en anglais, vous l'aurez un peu plus loin en français. Le Ikigai, c'est faire quelque chose que l'on aime. Ça, c'est très important, mais il ne s'agit pas de faire quelque chose que l'on aime, il faut faire quelque chose que l'on aime et qu'on soit bon pour faire cette chose-là. Il faut qu'on soit doué pour faire cette chose-là. Parce que moi, j'adorerais faire de la peinture, mais malheureusement, je ne suis pas doué du tout. Donc j'ai beau aimer, il faut que je sache le faire. Ensuite, il faut que les gens vous payent pour ce que vous faites. Donc c'est les trois parties. Faire ce qu'on aime, être bon dans ce qu'on aime faire et, si possible, être payé pour ce qu'on fait. Et, si possible, dernière partie, le fait que tout le monde ait besoin de cette compétence, la planète soit aussi à l'écoute de cette compétence. Dernier petit résumé de ce que je viens de vous dire, mais voilà le résumé d'un bon métier, c'est un métier qui vous rend heureux, qui rend la planète heureuse et qui va vous rapporter un petit peu d'argent. Dans les métiers du futur, avec ce livre d'Isabelle Rouen qui est extrêmement intéressant et qui nous parle de toutes les compétences du futur. Je vous ai résumé sur une seule slide que je vais vous mettre maintenant en grand, tous les métiers de la technologie. Et vous en avez ici une bonne vingtaine, entre le food tech, c'est la technologie au service de l'alimentation, avec par exemple des plateformes comme Uber Eats ou comme Deliveroo ou comme Foodera, de la fintech, financial technology, c'est toute la technologie au service de la finance et pourquoi pas des crypto-monnaies et pourquoi pas de la simplification de tout ce que nous faisons en finance, mais aussi le EdTech, Educational Technology, toutes les technologies qui vont aider différentes personnes à accéder à un savoir, à se cultiver, à avoir des diplômes. Je vous parlerai bien sûr, parce que c'est ma spécialité, du MarTech, Marketing Technology, et du AdTech, Advertising Technology, mais vous voyez, il y en a plein d'autres, les Civic Tech, les GovTech, qui consistent à avoir un gouvernement le plus digital possible, ce que l'Estonie réussit très bien, avec bien sûr quelques autres pays. Plein d'autres domaines dans lesquels la tech est vraiment à l'honneur et qui révolutionne des pays. Maintenant, voilà les différents métiers, mais qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour faire ces métiers? Mais vous avez là, sur ce tableau aussi, un certain nombre de compétences entre les soft skills et les hard skills. Mais vous avez ici toutes les compétences qu'il est nécessaire aujourd'hui, peut-être pas tout à la fois, mais alternativement les unes et les autres, compétences qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir espérer un job digital. Je vous en cite quelques-unes comme ça. Le e-sport. Le e-sport est quelque chose d'extrêmement important. Quelqu'un qui est bon à FIFA, quelqu'un qui est bon à League of Legends, fera un bon cadre, fera un bon chirurgien, fera un bon pilote d'avion. Quelqu'un qui est bon en robotique, et même mieux encore en cobotique, c'est les robots qui sont nos amis, nos copains, qui travaillent en coopération avec l'homme, eh bien ces compétences-là sont absolument importantes quand on veut faire du supply chain management ou quand on veut s'occuper d'entrepôts et s'occuper de différentes choses. Le 3D printing ou la fabrication additive sont des choses extrêmement importantes dans tout ce qui est la maintenance. Le IHM, c'est l'interface homme-machine, toujours pareil, extrêmement important quand on conçoit non pas forcément des logiciels, mais quand on conçoit des adaptations digitales pour que l'utilisateur trouve que la fonctionnalité est extrêmement simple et qu'il n'ait pas besoin de lire un mode d'emploi. C'est parce que les personnes qui s'occupent du UX, expérience utilisateur, ou du CX, expérience client,
ont bien fait leur travail, si bien qu'il n'est pas nécessaire de lire un mode d'emploi. On a pensé pour l'utilisateur quelque chose qui est extrêmement facile. Trois encore compétences extrêmement importantes, tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Quand on mixe les deux, on appelle ça du mixed reality, et c'est extrêmement important aujourd'hui, encore une fois, pour l'apprentissage, pour la maintenance, pour la fabrication de biens, pour la formation au poste de travail. Eh bien, toutes ces compétences-là que je vous ai mises ici, mais c'est une partie de ce que vous pourrez avoir et de ce que vous devrez peut-être avoir. Le point très important, je le réaborderai tout à l'heure, le point très important par rapport à ces compétences, c'est que elles ne sont pas toutes au tableau pour la bonne et simple raison que celles dont on aura besoin demain ne sont pas encore inventées. Donc, il faut absolument que vous imaginiez tout de suite un monde où vous ne sortirez pas d'une école avec 100% des compétences nécessaires à l'exercice de votre travail. Il faudra constamment apprendre à apprendre, il faudra constamment acquérir de nouvelles compétences. On a l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est exagéré, on a l'habitude de dire qu'une compétence, une fois qu'elle est acquise, elle va être utile pendant 18 mois. Et après, il faudra acquérir un petit supplément de compétences pour de nouveau être utile pendant 18 mois. Donc vous voyez, l'école ne s'arrête pas à l'obtention du diplôme. Tous les 18 mois, pour dire, on va dire tous les 2 ans, pour arrondir, tous les 2 ans, il faudra aller acquérir ou compléter des compétences de manière à parfaire votre employabilité. J'y reviendrai tout à l'heure. Quelques éléments sur l'économie, mais je voudrais surtout vous donner quelques clés maintenant pour vous aider à choisir votre futur job et donc votre future école et votre future formation. Vous avez plusieurs manières de penser à votre futur job. Le premier moyen de penser à votre futur job, c'est de dire que vous avez une passion pour un secteur économique. Par exemple, vous êtes passionné par le luxe, vous êtes passionné par la cosmétique, vous êtes passionné par la médecine, vous êtes passionné par le design, par la décoration, par le sport, par mille et une choses, par l'agriculture. Vous êtes passionné par un secteur. Il est donc extrêmement important que vous soyez de véritables professionnels et que vous ayez une compétence parfaite de ce secteur. Donc vous pouvez dès aujourd'hui, en dehors de votre école, car il n'y a pas d'école qui soit spécialisée sur les secteurs, vous devez absolument vous informer, absolument rencontrer les professionnels, absolument avoir une connaissance parfaite de votre secteur. Mais si vous êtes passionné, par exemple, du luxe, vous vous en moquez de travailler dans le luxe, à la comptabilité, à la finance, au marketing, à la communication, aux ressources humaines. Ce que vous voulez, c'est travailler dans le secteur qui vous plaît. Peu importe le job, et bien certainement que vous rentrerez d'un côté et vous en sortirez d'un autre. Vous pouvez très bien vous occuper au début de la communication digitale, puis ensuite faire du marketing, puis ensuite faire des ressources humaines pour finir par des aspects plus financiers. Donc, vous êtes passionné par un secteur. Deuxième clé, vous êtes passionné de juridique, de finance, d'informatique. Auquel cas, vous vous moquez d'exercer votre passion, votre job, votre métier dans le luxe, dans la mode, ou dans l'industrie, ou dans l'aéronautique, ou dans l'automobile. Ce que vous voulez, c'est absolument faire des ressources humaines, ou vous occuper de formation, ou vous occuper de recrutement. Donc ça, c'est une autre porte d'entrée dans vos futurs métiers. Et puis, dernière, c'est pas la seule bien sûr, mais dernière idée que je vous livre comme ça, il y a des personnes qui sont ni spécialement intéressées par un secteur, ni spécialement intéressées par une fonction, mais qui sont intéressées par de la direction d'entreprise, par de la création d'entreprise. On va les appeler des entrepreneurs. Ces personnes qui sont entrepreneurs, eh bien, elles vont monter soit une start-up, soit elles vont rentrer dans une entreprise et elles vont transformer un secteur de cette entreprise en une véritable micro-entreprise. On appelle ça des intrapreneurs, des entrepreneurs à l'intérieur de l'entreprise, intrapreneurs. Mais c'est une vision, encore une fois, qui est un petit peu différente des trois autres. Mais toujours est-il que votre fameux Ikigai, dont je parlais, mais que vous avez là maintenant en français, qui est ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes bon, ce pourquoi on vous paye, et puis ce que tout le monde demande, eh bien, une fois que vous avez trouvé cet Ikigai, je vous conseille vraiment de vous focaliser dessus.
Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire sur les jobs, sur les compétences, je n'ai que très peu parlé d'école. Parce que tout ce que je viens de vous dire, globalement, c'est des choses que vous devez cultiver par vous-même. Et bien sûr, pour vous-même, mais par vous-même. Ce n'est pas une école qui va vous prendre par la main et qui va vous dire voilà la passion des RH, voilà la passion des chiffres, voilà la passion du marketing. Vous devez avoir ces informations-là en vous avant. Je voudrais juste vous citer un tout petit exemple d'une personne qui a trouvé son Ikigai. Voilà, vous la connaissez peut-être avec son bouquin Toujours Plus. Lena Situation, on va le dire en français parce qu'elle est française, hein, Lena Situation, elle a trouvé son Ikigai, tout le monde l'aime bien, son bouquin a du succès, elle fait ce qu'elle aime, elle respire la bonne humeur et la santé et la joie de vivre. Voilà un bon exemple dans un domaine bien sûr et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, ce domaine-là, vous l'avez bien compris, n'existait pas il y a à peine 3 ans. Donc c'est une influenceuse, une youtubeuse, appelez-la comme vous voulez, intéressez-vous à elle, elle mérite d'avoir, par rapport à son succès, d'avoir un peu d'intérêt. Je voudrais vous citer 2 statistiques avant de rentrer dans le détail des formations et aller un petit peu plus loin. 2 statistiques, une qui vient du World Economic Forum, qui nous dit que 33% des métiers que nous ferons dans les années à venir n'existent pas encore aujourd'hui. Encore une fois, pour une école, la tâche est extrêmement rude de dire on va faire des formations aujourd'hui 2020 pour des métiers que les gens occuperont en 2025 qui n'existent pas encore. Donc, je le répète encore une fois, et j'en ferai ma conclusion tout à l'heure, apprendre à apprendre est quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir toujours maintenir son employabilité et son niveau de compétence au top. Autre statistique par le cabinet McKinsey, qui est bien connu du monde du travail, 45% des tâches que nous faisons, 45% des métiers sont automatisables. Ça veut dire qu'il va falloir acquérir des compétences qui, elles, ne sont pas remplaçables par des machines. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ces 2 statistiques. Alors, est-ce qu'elles sont réellement vraies? Est-ce que c'est 45% et pas 35% et pas 55%? Est-ce que c'est 33% des métiers qui n'existent pas ou seulement 20% ou au contraire, comme le disent certains, 80%? Peu importe le vrai chiffre. Ce qui compte, c'est de bien comprendre qu'il va falloir se former tout au long de sa vie, il va falloir apprendre à apprendre, il faut une méthodologie pour acquérir de nouvelles compétences sans cesse. Et il faut monter en compétences de manière à ce que notre tâche quotidienne ne soit pas automatisable et remplaçable par un robot. On appelle ça du RPA, Robotic Process Automation. C'est extrêmement important. Une petite anecdote, important de sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est quelque chose que l'on sait bien faire, que l'on maîtrise, dans lequel on reste. Mais je voulais juste vous dire un élément par rapport à la zone de confort, mais qui est valable pour vos matières scolaires aussi. Si vous êtes très bon en français, très bon en maths, très bon en anglais, très bon en histoire géo, quand on reste dans sa zone de confort, la zone de confort se réduit chaque jour. Et à force de rester dans sa zone de confort, la zone de confort se réduit, et finalement, si vous connaissez cette émission Koh-Lanta, on finit par rester sur un poteau bien en équilibre en essayant de rester dans sa zone de confort. Il est super important d'agrandir sa zone de confort, donc il faut en sortir de sa zone de confort pour aller agrandir son territoire de manière à avoir toujours de la place pour respirer. Donc nous vivons, vous le savez, des périodes, rien que par ces chiffres, qui ne sont pas forcément évidentes. On pourrait appeler ça des crises. Et j'aimerais vous donner un décodage du mot crise en chinois. Ce mot crise en chinois, il veut dire 2 choses. Il veut dire à la fois une opportunité et un danger. Et j'aime bien commencer par le mot opportunité. Chaque crise est l'occasion de saisir une opportunité. Chaque moment de danger est une occasion de saisir un nouveau challenge, de relever un nouveau défi et de progresser. Il y a donc 2 types de personnes, comme le fameux verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a 2 types de personnes devant les crises. Il y a des personnes qui ne voient que le danger et il y a des personnes qui essayent d'entrevoir l'opportunité et éventuellement de la saisir. Je vous conseille d'être du côté des personnes qui saisissent les opportunités, même, et j'ai envie de dire peut-être de manière un peu cynique, surtout en période de crise.
On va maintenant regarder ce qui se passe du côté des startups. Je vous ai affiché ici une licorne. Alors une licorne, c'est pas simplement cet animal imaginaire avec une corne sur un corps de cheval. C'est dans le langage digital, c'est comme ça qu'on appelle une startup qui a dépassé la valorisation de 1 milliard de dollars. Alors 1 milliard de dollars, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais sachez que c'est une somme d'argent extrêmement importante. Ça veut dire que les fondateurs, qui sont généralement 2 ou 3, ont dans leur poche, virtuellement, 500 ou 300 millions de dollars, puisque si la valorisation de la startup est à 1 milliard et qu'ils sont 2 ou 3, ben, ils se partagent ce milliard. Pour l'instant, il est virtuel, mais il suffit qu'une grande entreprise s'intéresse à cette startup, la rachète, pour que réellement, et pour le coup, espèce sonnante et trébuchante, les fondateurs aient ces 500 ou 300 millions d'euros dans leur poche en fonction du fait qu'ils sont 2, 3 ou 4. Et donc, nous allons nous pencher quelques instants sur les startups parce que ce sont elles qui inventent les métiers de demain. Et j'aimerais vous donner la recette du succès des startups qui est extrêmement simple. Il s'agit de trouver un problème qui existe, qui soit un problème assez important et qui soit bien partagé par une partie de la population, d'apporter une solution à ce problème et ensuite de distribuer la solution à ce problème. Donc, de manière assez simple, on peut dire que si vous apportez une solution à un problème, eh bien, vous êtes un sauveur. Mais si vous arrivez à distribuer à l'échelle, on appelle ça scale-up, si vous arrivez à distribuer à l'échelle la solution au problème que vous apportez, eh bien, vous devenez riche. Donc, vous solutionnez un problème, vous êtes un sauveur. Vous arrivez à le distribuer, vous devenez riche. Et vous voyez dans ces 3 cases, problème, solution, distribution, il y a tous les métiers du digital. Ceux qui trouvent les problèmes, ceux qui arrivent à comprendre quels sont les problèmes des gens, ce sont des gens de marketing. Ceux qui apportent des solutions, ce sont plutôt des gens de la technique. Et ceux qui distribuent les solutions sont plutôt des gens de la vente. Vous avez là les 3 métiers qui sont ceux du monde du digital. On y reviendra en détail un peu plus loin. J'aimerais vous donner juste un exemple d'une société qui a extrêmement bien réussi, qui est chinoise et qui s'appelle Alibaba. Alibaba, encore une fois, peut-être que ce chiffre ne vous parlera pas, mais Alibaba réalise en un seul jour, donc le 11 novembre 2019, et ils vont recommencer pour le 11 novembre 2020, ont réalisé en un seul jour, donc le fameux 11 novembre 2019, 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois le chiffre d'affaires annuel de L'Oréal, c'est presque le chiffre d'affaires de Renault, mais annuel, et eux, ils le font en une seule journée, le fameux 11 novembre, pour vous montrer que ces startups se développent extrêmement fort et toutes les entreprises classiques aujourd'hui ont envie de prendre modèle sur ces licornes, sur ces startups pour avoir le même succès et le même développement qu'elles. Deux tableaux très rapidement pour vous montrer l'évolution de 2008 à 2018 des entreprises. Vous voyez qu'en 2008, il n'y avait que des entreprises de la pétrochimie. Et puis en 2018, il n'y a que des entreprises qui utilisent des plateformes. Si vous posez une question sur la 6e, c'est Tencent. Tencent, c'est l'entreprise qui possède WeChat, une des applications, même l'application la plus rentable du monde. Autre schéma, mais qui est toujours du même acabit. En 2010, vous aviez encore une fois Apple et Microsoft, mais le reste, ce sont des entreprises de la pétrochimie. Et en 2020, mais vous avez les GAFA, donc Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, c'est Google et Facebook. Donc voilà les grandes réussites du monde digital, et c'est pour ça que les entreprises classiques copient ce monde digital. Vous connaissez bien sûr dans les startups et dans les entreprises qui ont du succès les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, même si Google ne s'appelle plus Google, il s'appelle aujourd'hui Alphabet. Mais il faut ajouter à ces GAFA les NATU, N-A-T-U, et les BAT. Et si on veut être tout à fait complet, voilà le panorama complet. Je ne vais pas vous le détailler parce que c'est un petit peu long et ça n'apporte pas grand-chose à votre compréhension des métiers du digital, mais je voulais juste vous évoquer toutes ces entreprises qui ont un succès énorme et qui inspirent toutes les entreprises classiques de l'économie classique. Tout le monde veut ressembler à Amazon, tout le monde veut ressembler à Uber, à Tesla, tout le monde veut ressembler à Alibaba ou à ByteDance. ByteDance, c'est l'entreprise qui possède TikTok.
Donc le monde du CAC 40 pour la France, mais il y a d'autres index boursiers dans d'autres pays, tout ce monde boursier classique CAC 40 est aujourd'hui complètement dévasté par un raz-de-marée qui s'appelle le Next 40. Le Next 40, voilà pour la France par exemple, les 40 startups les plus prometteuses. Parmi celles-ci, il y a pas mal de mes anciens élèves qui sont dans telle ou telle start-up. Et puis, ce que je voudrais juste vous redire une fois, c'est que ce monde des start-up est en train aujourd'hui d'infuser le monde économique en général. Pendant tout le XXe siècle, c'est l'industrie automobile qui avait des méthodes de management, le Fordisme, le Taylorisme, le Toyotisme, qui infusaient l'économie en général. Eh bien, le monde des automobiles aujourd'hui est pas fini, mais le monde des automobiles s'inspire des startups et l'économie mondiale s'inspire des startups pour développer une nouvelle manière de gérer les affaires. Je voudrais vous faire un petit panorama maintenant de différents métiers digitaux. Par exemple, dans le marketing, on parle de chef de produit, bien sûr, mais ce terme de chef de produit est aujourd'hui un peu remplacé par un product owner. C'est presque la même chose avec un cadre de travail qui s'appelle le Scrum ou l'agilité, ou par un poste qui est le Head of Product. Et surtout, et c'est là où je voulais en venir, surtout, les postes marketing sont maintenant remplacés par du marketing technologie qu'on appelle le MarTech, où il y a beaucoup d'analyse de données, où il y a beaucoup de logiciels à utiliser. Par exemple, le plus connu entre eux, c'est Google Analytics pour analyser les chiffres de réussite que nous avons sur Google. Dans les métiers de la publicité et de la communication, c'est un peu le même principe. Ils sont remplacés aujourd'hui par des métiers du AdTech, Advertising Technology, avec beaucoup d'analyse de data. Les métiers de la vente, j'en ai parlé tout à l'heure, sont remplacés par du growth hacking, une manière de se développer, et par du lead nurturing, une manière de faire progresser ses prospects pour les amener jusqu'à la vente. Les métiers des ressources humaines sont remplacés petit à petit par des systèmes d'information des RH, qu'on appelle le SIRH, ou par du CHO, Chief Happiness Officer, et les offres d'emploi sont maintenant dans des job boards et non plus dans des petites annonces tout à fait classiques. Les métiers de la finance, c'est plutôt encore une fois du data analyse, et les métiers du stratégie, du Vice President ou du VP Product ou du Head of Product. Mais vous l'avez compris et vous le savez, cette idée d'emploi à vie n'existe plus. Elle est remplacée très largement par un autre mode de pensée qui est l'employabilité durable. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, dans ce monde digital, pour être employable, il faut constamment remettre à jour ses compétences pour avoir toujours les fameux 18 mois ou 24 mois de mise à jour et pour lutter contre l'obsolescence de nos compétences, il faut constamment les remettre au goût du jour. Une compétence aujourd'hui ne dure que 18 mois, j'en ai déjà parlé, mais vous avez là la représentation de ça. Les écoles aujourd'hui qui fonctionnent bien, c'est par exemple la Twitter Fly School. Vous avez là mon diplôme de la Twitter Fly School. Les écoles de Google qui nous expliquent comment utiliser Google. La Blueprint Academy de Facebook qui nous explique que Facebook c'est la meilleure entreprise du monde. Donc ils nous forment, bien sûr ils nous forment dans le sens qui leur est favorable. La HubSpot Academy qui nous explique ce qu'est le inbound marketing, un marketing extrêmement intéressant. Je vous ai mis là juste pour rigoler mon diplôme de chez LinkedIn qui dit que je sais me servir de LinkedIn parce que j'ai passé différents cours et j'ai mon certificat de complétion par rapport à cela. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on ne paye rien, et ces formations sont gratuites, c'est qu'on est nous-mêmes le produit. On est influencé par ce que pense l'entreprise qui nous forme. Je voudrais vous citer aussi juste deux nouvelles méthodes de formation qu'on appelle des bootcamps. Des bootcamps, c'est un peu ces camps d'entraînement militaire intensif. C'est très court, ça dure 12 à 9 semaines, et c'est du 10 heures par jour, voire même 15 heures par jour. Et c'est une formation intensive sur une spécialité. Et c'est important aujourd'hui de concevoir que beaucoup de formations, vous avez la Hack Reactor, une des plus célèbres, et puis la plus grosse du monde, qui est française, qui s'appelle Le Wagon. Le Wagon est le plus gros bootcamp du monde.
Ils sont français, dans le 11e arrondissement à Paris, mais ils rayonnent dans le monde entier, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, à Tel Aviv. Ils ont le wagon un peu partout. Et ils sont extrêmement dynamiques pour apprendre en un temps record une compétence qui va être utile pendant 1 à 2 ans. Donc, intéressant de se pencher du côté de ces nouvelles méthodes d'apprentissage. Et puis, j'aimerais terminer en vous disant, voilà, aujourd'hui, ce qui est important, c'est, vous avez là Einstein et Picasso, à moins que vous préfériez Étienne Klein et Yves Klein, vous avez aujourd'hui besoin d'avoir à la fois des compétences scientifiques et des compétences artistiques. Alors, quand on dit artistique, hein, c'est pas du fine art, c'est-à-dire de la musique ou de la peinture. Ce qu'on appelle les arts, c'est aussi l'économie, la psychologie, la sociologie et la philosophie bien sûr, et toutes ces matières-là. Et les bons cadres de demain, les bons managers de demain, ce seront des gens qui ont à la fois des connaissances scientifiques, des capacités techniques et à la fois des humanités au sens philosophie, littérature, langue bien sûr. Donc c'est très important de cultiver les deux, de ne pas se cantonner dans un seul domaine. Voilà plusieurs des compétences qui vont être complètement nécessaires. J'en prends juste une au hasard dans ce listing. Les capacités d'écriture. Vous le savez, aujourd'hui, il y a 1 milliard de sites internet, il y a des millions et des millions de posts qui sont postés pour le coup sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, chaque jour sur tous les réseaux sociaux. Il faut bien que ces messages et que ces sites soient écrits par quelqu'un. Et ils ne peuvent pas être écrits n'importe comment. Donc on a besoin de personnes capables d'écrire de manière extrêmement précise, de manière extrêmement intéressante, pour pouvoir intéresser nos futurs lecteurs et pour pouvoir les arrêter dans leur défilement d'informations intempestifs sur les différents réseaux sociaux. Donc, on a besoin de plus en plus d'écrivains, on a besoin de plus en plus d'analyse de données, on a besoin de plus en plus d'éthique pour ne pas faire n'importe quoi, on a besoin de plus en plus d'empathie pour se mettre à la place des utilisateurs. Donc c'est des compétences qui sont extrêmement importantes. Et je voudrais finir en quelque sorte en vous disant que le profil idéal, les compétences idéales, c'est ce qu'on appelle un profil en T. C'est un profil qui allie à la fois Gutenberg et Zuckerberg. Gutenberg, l'imprimerie, Zuckerberg, bien sûr, Facebook. Des profils qui, à la fois, allient du côté scientifique et data et du côté artistique et des histoires. Ce profil en T, qu'on appelle profil en T, c'est un profil qui est composé dans sa barre horizontale du T de ce qu'on appelle les humanités, avec ce que j'ai déjà cité, je ne vais pas le redire, philosophie, littérature, langue, sociologie, psychologie, tout ce qu'on veut. Et dans l'autre barre, la barre verticale du T, qu'on ait des compétences numériques, scientifiques, ou l'inverse, si on veut commencer par le numérique et finir par les humanités, il est important d'avoir ces deux compétences qu'on appelle un profil en T. Je voudrais conclure en vous disant que tout ce que je viens de vous dire ne sert à rien si vous n'avez pas la passion en vous. Le critère fondamental pour faire de bonnes études et pour avoir un job dans le digital, c'est d'être passionné par la matière que l'on étudie. Il faut être passionné. Sans passion, il n'y aura pas d'apprentissage, il n'y aura pas de remise en forme de nos compétences. Il vous faut aussi beaucoup de confiance. La confiance, c'est la capacité et le fait qu'on soit certain qu'on est capable de remplir telle ou telle fonction. Et bien sûr, il faudra de plus en plus apprendre à apprendre. C'est un des éléments fondamentaux de la formation que nous donnons ici à l'EBS. En conclusion, pour aller extrêmement vite et ne pas vous tenir plus d'une demi-heure, en conclusion, j'aimerais vous parler de ce bouquin de Peter Thiel qui s'appelle Zero to One et qui nous dit la chose suivante, et il le partage avec quelques penseurs français, c'est que toute innovation, toute rupture, toute révolution, toute nouvelle idée, au début, elle paraît ridicule, elle paraît complètement étrange et utopiste.
Et puis, dans un deuxième temps, cette idée nous semble à la fois dangereuse ou impossible à mettre en place. Et puis, dans un troisième temps, cette fameuse nouvelle idée qui était nouvelle il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, elle apparaît comme totalement évidente et simple. Regardez les technologies que vous utilisez aujourd'hui. Si on vous avait dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans que vous utiliseriez ça, peut-être que vous auriez trouvé ça à l'époque ridicule, et puis vous auriez trouvé ça dangereux. Regardez la réaction qu'ont pas mal de parents face aux écrans, face aux jeux vidéo. Ils trouvent ça soit ridicule, soit dangereux. Dans quelques années, on trouvera ça évident et simple, tellement les jeux vidéo nous forment à tous les métiers dont je viens de vous parler. Donc la grande question, et ça, on ne sait pas répondre à cette question-là. La grande question, c'est quel est le délai pour qu'une idée qui apparaissait ridicule devienne dangereuse, et quel est le délai pour que cette idée qui était dangereuse nous apparaisse maintenant comme étant évidente. Le délai, c'est parfois, il est variable par continent, il est variable par strate de population, il est variable selon plein de critères, mais on ne sait pas répondre à cette question. Quel est le délai qui fera passer une idée ridicule en idée évidente? Il n'y a pas non plus de fatalité. Quelques idées restent ridicules et resteront ridicules à vie. Il n'y a pas d'obligation à devenir évidente par la suite. Et pour conclure, si vous avez vu ce merveilleux film de Matrix, pour conclure, je vous donne le choix entre pilule bleue, pilule rouge. Soit vous trouvez que tout ce que je viens de vous dire est complètement ridicule, est complètement avant-gardiste et ne sert à rien, et vous prenez la pilule bleue, vous oubliez tout et vous continuez, comme on dit, business as usual, vous continuez normalement, ou vous avez conscience que ce que je vous dis peut avoir une certaine importance et peut avoir une certaine portée pour le choix de vos futurs jobs, vous prenez la pilule rouge et à ce moment-là, vous devenez acteur de votre formation, acteur de votre carrière. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions sur les métiers du digital. Encore une fois, les informations en dessous vont vous permettre de rentrer en contact avec l'étudiant, avec le BS ou avec moi-même, d'aller sur un site où vous pourrez télécharger toutes les diapositives que vous avez vues, voir plein de vidéos auxquelles je n'ai pas pu faire allusion, mais qui sont extrêmement intéressantes et qui m'ont parfois inspiré pour vous évoquer ces différentes choses. Le site, je vous le donne ici, c'est lesnouveauxmarketing.com/DJ comme Digital Jobs, et vous avez le lien en dessous pour compléter tout ce que je viens de vous dire. Il me reste à vous remercier pour votre attention, à vous dire à bientôt, à vous souhaiter un bon choix pour votre formation, éventuellement une bonne dernière année de terminale ou une bonne dernière année de bachelor, et dans l'attente de vous accueillir avec grand plaisir sur les campus français de l'EBS. Encore une fois, merci pour votre attention, à bientôt, faites de bonnes études.